Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Board Game Québec. Aujourd'hui au menu, on fait un retour en fait sur le sondage et le concours. Je vais dévoiler le gagnant du concours. En fait, je vais faire le tirage en direct. On parle aussi, j'ai quelques nouvelles comme d'habitude. On va aussi parler du jeu de Colonis dans les expériences de jeu. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec les nouvelles. Alors, du côté des nouvelles, qu'est-ce qu'on a? On a Charterstone, en fait, qui va être disponible pas seulement en anglais, mais en plusieurs langues, je pense 7-8 langues, et dont le français. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous, francophones, d'avoir un jeu en français. Je crois que Sight, au début, n'était pas disponible en français. Ça a pris un certain moment. Et encore là, ça va être encore une fois Matago qui va éditer la version française pour Charterstone, tout comme c'était le cas pour Sight. Ensuite, j'ai aussi découvert un petit truc, un site web en fait qui s'appelle le Kickstrack. Kickstrack pour tracker en fait, pour suivre les campagnes Kickstarter. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de rentrer l'hyperlien de la campagne. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ben, ça nous donne en fait les infos sur la campagne. Est-ce qu'elle va remplir son objectif selon le site, selon la tendance en fait de plusieurs campagnes de financement, on peut aussi voir les statistiques à chaque jour, comment il y a eu de backers, de supporters, comment il y a eu d'argent à chacune des journées pour chacune des campagnes. Donc pour ceux qui sont amateurs de statistiques, c'est vraiment très le fun d'aller faire un petit tour sur ce site-là. Je viens toujours de le découvrir. Et je savais qu'il y avait quelque chose comme ça qui existait, mais je n'avais jamais tombé dessus. Et dans les recherches, c'était toujours infructueux. Puis là, j'ai découvert ça récemment et très content d'avoir découvert ça. J'aime ça, d'avoir des stats d'infos comme ça sur les campagnes Kickstarter. Il y a aussi, je pense que vous devez être au courant, ça fait déjà 2 semaines, je pense que l'annonce est sortie. Mais Pandémie Legacy saison 2, qui va être disponible dès l'automne. Là, vous pouvez déjà le précommander. Là, je l'ai vu sur Board Game Blitz qui était disponible. Et peut-être dans d'autres magasins aussi qui font des précommandes. Finalement, au niveau des nouvelles, il y a eu les Origins Awards lors de la convention Origin qui a eu le 17 juin dernier. Et il y a eu des gagnants pour ce concours-là, bien évidemment, comme à chaque année. Et les gagnants, je vais passer rapidement. Seulement les gagnants de chacune des catégories, là, je ne ferai pas les nominés. Si vous voulez aller voir, là, je vais mettre les liens vers le site qui avait aussi toutes les nominés des gagnants que je vais nommer. Donc pour les card games, il y a le jeu Mystic Vale de la compagnie éditée par AEG qui a remporté ce prix-là. Si vous êtes fan du podcast, vous savez que Mystic Vale, c'est peut-être pas un de mes jeux favoris. Je trouve que c'est intéressant le card crafting dans ce jeu-là où on va construire nos cartes, mais il y a un petit quelque chose qui m'a pas accroché plus que ça. Je crois qu'il va y avoir d'autres jeux utilisant cette mécanique-là qui va être meilleure. C'était le premier jeu de cette façon-là, card crafting. Mais j'ai même rejoué récemment, puis c'était bien, c'était peut-être mieux que ce que je pensais, mais pas plus que ça. Là. C'est pas un jeu que j'accroche des tonnes et des tonnes, mais cette année, il a quand même remporté des prix. Je pense qu'il avait remporté ou en tout cas, il avait été nominé dans Innovative Game pour je crois que c'était les Golden Geek Awards ou quelque chose, ou Dice Tower, là, je me souviens plus exactement. Je crois que j'en avais parlé. Pour les miniature games, il y a le jeu Warhammer 40 000 Kill Team de Game Workshop qui a gagné ce prix-là. Pour Collectible Games, c'est Pokémon XY11 Steam Siege qui est édité par Pokémon USA. Il y a en fait, dans Family Game, il y a Happy Salmon qui a remporté le prix. Un jeu, j'ai déjà vu passer un peu à l'occasion des fois sur les groupes de jeux sur Facebook, puis j'ai jamais... ça m'a toujours attiré un peu, mais j'ai jamais été voir qu'est-ce que c'était un peu plus. Donc, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil un peu plus à Happy Salmon de North Star Games. Pour les Game Accessories, c'est Blood Rage Organizer, dans le fond, un insert pour Blood Rage qui a remporté ce prix-là, qui est fait par The Broken Token. Si vous connaissez ça un peu, là, il y a plusieurs compagnies comme ça qui
font des inserts, souvent en bois, qui sont gravés au laser, qui sont découpés au laser, puis on fait juste les assembler. Et ça permet de ranger mieux nos jeux. Il y a aussi dans le role-playing game, avant-dernière catégorie, c'est No Thank You Evil de Monte Cook Games. Bon, je peux pas commenter plus que ça, je fais pas de jeu de roleplay. Et finalement, Board Game of the Year. Board Game and Game of the Year, c'est le jeu Sight qui a remporté. Sight qui est un de mes jeux favoris, comme vous le savez. Un excellent jeu. Euro, quand même assez euro, sur un plateau. Super intéressant le jeu Sight. Il n'a pas fait l'unanimité dans sa victoire, mais à mon avis, il mérite bien ce prix-là. Donc, Sight de Stonemaier Games. Et ça fait le tour pour les Origin Awards. Donc, on va maintenant passer au sujet principal de l'épisode. Donc, je voulais revenir sur le sondage, en fait, qui était le concours en même temps, qui s'est terminé là, le 3 juillet dernier, donc ce lundi. Et je voulais partager avec vous les résultats du sondage, en fait, à quoi vous avez répondu, pour vous donner une idée un peu de l'auditoire aussi qui écoute le podcast, la même auditoire dont vous faites partie. Et j'avais le goût de le partager avec vous. Donc je vais faire ça assez rapidement, mais je vais commenter un peu parce que j'ai été agréablement surpris d'avoir une quarantaine de réponses. Je m'attendais plus autour de 20-30 réponses, donc très content à ce niveau-là. Ça a dépassé mes attentes. Et ça vous donne environ donc, une chance sur 40 de remporter le prix de 13 Days de Cuban Missile Crisis, dont je vais faire tirer juste après avoir révélé les noms, les résultats du sondage. Alors, la première question, c'était quelle médaille avons-nous remporté lors des Meeple Olympiades? Eh bien, c'était la médaille d'argent. Ça a été pratiquement réussi par 100% des gens. Il y a seulement une personne qui n'a pas réussi cette question-là. Et cette question-là donnait une participation. Et la deuxième participation venait du sondage optionnel que tout le monde a répondu. Deuxième question, question très intéressante. Je pense que ça va intéresser tout le monde. Et moi aussi également, parce que ça va m'aider après ça à ajuster dans les podcasts. Première question, la deuxième question qui n'était pas optionnelle mais obligatoire, c'est quelles sont vos sections favorites du podcast? On a avec 41%. En fait, bon, les pourcentages, ça ne marchera pas tout à fait. Je vais y aller avec le nombre de réponses. Donc, c'est sur 41 réponses. Il y a eu 17 personnes, parce qu'on pouvait cocher plusieurs des réponses. 17 personnes qui ont dit que les nouvelles, c'était une de leurs sections favorites. 23, le sujet principal. 11 pour l'entrevue. Ensuite, il y a eu pour les entrevues 16 personnes pour les derniers achats, 28 pour les expériences de jeu. Donc, on sait que vous voulez entendre parler de jeu, c'est la réponse la plus populaire. Et finalement, le projet québécois de chaque épisode avec 19, donc qui arrive en troisième position. Donc, des réponses très intéressantes. Je sais que le monde, quand il écoute des podcasts, il me semble entendre parler de jeu. Donc, c'est certain que cette section-là va rester au final. Pour la section entrevue, bon, je sais pas si c'est parce que c'est sûr, c'est pas à chaque épisode qu'on fait des entrevues, mais peut-être que c'est moins apprécié. Je sais pas si c'est ce que ça veut dire, mais je vais quand même continuer d'en faire de temps en temps parce que j'aime bien ça, faire découvrir des nouvelles personnes à vous, à nos auditeurs, donc des éditeurs de jeux, etc. Et aussi, faut dire que c'était pour les sections favorites, donc peut-être que vous aimez les entrevues, mais c'est pas nécessairement ce que vous aimez le plus. Donc, au final, c'est les expériences de jeu qui est le plus apprécié, suivi du sujet principal, donc qui est tout le temps variable à chaque épisode. Ensuite, on a dans le sondage qui était optionnel, que tout le monde a répondu. On avait première réponse, première question. De quel pays êtes-vous? Donc environ 88% du Canada et 12% de la France. Donc un ratio quasiment, il y a un Français sur 10 qui nous écoute dans nos auditeurs.
Donc c'est très bien. On rejoint aussi, et salut à vous, nos chers amis français, d'écouter aussi ce podcast-là. Dans quel groupe d'âge êtes-vous? Ça, j'ai pas été vraiment surpris parce que je m'attendais justement à ce groupe d'âge-là. C'est-à-dire, quoi que je m'attendais peut-être plus, pas la majorité, mais lui qui a le plus de votes, que ce soit entre 20 et 29, et finalement c'est entre 30 et 39. Mais je m'attendais à ce que la majorité soit entre 20 et 39 ans. C'est ce qui est le cas. Donc on a environ 44% pour 30-39 ans, 34% pour 20 à 29 ans. On a un 20% pour 40-49 ans et on a une personne pour 60 ans et plus et on n'a aucun dans les 19 ans et moins et 50-59 ans. Ensuite, quelle est votre appréciation de la durée des épisodes? Vous avez dit en grande majorité à 83% que c'est parfait comme ça. Et il y a quand même eu presque 20% qui ont dit c'est trop long, je préfère les podcasts de moins d'une heure. Je dois avouer que moi aussi, j'aime ça des podcasts qui durent autour d'une heure. Donc, je vais quand même... Avant, je visais dans mes épisodes entre 1h et 1h30. Ça donnait toujours souvent autour de 1h15. Et là, je vais peut-être plus viser entre 45 minutes et 1h15 pour peut-être arriver plus souvent autour d'une heure. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Et des fois, comme le dernier épisode, quand on fait des top 10, des fois, c'est un peu plus long. Donc, ça risque de varier encore. Mais je vais essayer quand même de réduire peut-être d'une quinzaine de minutes en général là, les épisodes pour moi. Puis aussi, je trouve que c'est plus facile à écouter quand c'est autour d'une heure. Ensuite, on avait comme question, quel est votre avis sur la récurrence des épisodes? On a à chaque 2 semaines, c'est parfait pour moi. Donc, ce qui est actuellement, donc 83%. Et ça risque de rester à chaque 2 semaines. Il y a quand même 12% qui disaient un épisode par semaine, mais plus court serait mieux. Effectivement, si j'en fais un à chaque semaine, ça serait sûrement des épisodes plus autour d'une demi-heure, 45 minutes. Mais je crois que je vais rester aux 2 semaines. J'aime bien ce format-là, puis ça me permet aussi de faire beaucoup de vidéos aussi, de démonstrations de jeux que j'aime bien faire aussi. Donc je trouve que c'est un bon mix entre les deux. Puis ça permet de rejoindre plus de monde en même temps. Donc c'est ça pour cette question-là. Ensuite, on avait est-ce que la qualité du son est satisfaisante? On a 95% des gens oui et un 5% environ pour non. En fait, je l'ai lu dans les commentaires, ça arrive des fois, puis je suis totalement d'accord avec ça, que des fois dans les entrevues ou quoi, ça peut arriver des fois qu'il y avait des coups sur la table et mon micro est un peu sensible. Et là, je veux le pied que j'ai en ce moment est très sensible, dépendant des coups, et ça fait un son fort assez sec. Et donc, c'est quoi que je veux corriger, m'acheter un nouveau pied de micro pour corriger cet aspect-là. Mais je suis totalement d'accord avec vous que des fois, ça peut être étonnant. Et puis, je suis vraiment pas capable de les enlever en post-production là, de ces coups-là, vu que c'est vraiment... souvent, c'est quand les gens parlent. Donc, c'est un peu plus difficile. Alors ensuite, on avait la question combien d'épisodes avez-vous écouté jusqu'à maintenant? Je m'attendais quand même à ce type de répartition-là. On a environ un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire, on a 37% pour 5 à 9 épisodes. C'est ce que je m'attendais un peu. Comme moi un peu, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous découvre récemment. On a toujours de plus en plus d'auditeurs à chaque épisode. Et comme moi aussi, quand j'ajoute un nouveau podcast dans ma liste de podcasts, je ne vais pas nécessairement écouter les épisodes antérieurs et je commence à partir de là. Donc, ça me donne un peu une idée qui nous écoute depuis à peu près quelques mois. On a environ 22% pour moins de 5. Donc, on voit à peu près quasiment 50, un petit peu plus que 50%. On a à peu près des nouvelles personnes. Après ça, on a un 25% qui est 20 et plus. Donc, des gens qui ont probablement écouté le podcast depuis le début. Et on a 10% pour 15 à 19. Donc, des gens qui sont aussi pratiquement là depuis le début. Et 10 à 14, on a environ là, quelques pourcents pour cette réponse-là. Donc, ça fait quasiment là, 50-50 qu'on a entre 0 et 9 et 10 et 20 plus.
Donc, c'est à peu près la répartition que je m'attendais. Et finalement, on a la dernière question qui... comment avez-vous découvert le podcast? Et là, c'est très, très réparti. On a quand même une grosse partie, un 30% qui vient de Facebook. Donc, c'est pas très surprenant. Vu que je fais quand même je fais quand même de la publicité sur Facebook. J'en ai fait sur quelques groupes. Il y a aussi via Instagram un 10%, un 20% sur iTunes directement. Donc ça m'a quand même surpris un peu de... souvent, les moteurs de recherche sur iTunes sont pas super évidents et ça ressort pas nécessairement très bien, mais je suis content de voir que ça fonctionne quand même. Sur Google Play Podcast aussi, environ un 7-8%. Sur Google, directement en cherchant une recherche sur Google, on a un 12%. Et ensuite, on a une personne ici et là sur différentes plateformes ou autres chaînes. Donc, de cette façon-là, qui nous ont découvert. Et finalement, il y avait commentaires et suggestions. Donc, en général, en fait, c'était tous des très bons commentaires. Merci d'avoir écrit des commentaires, des encouragements. C'était super le fun à lire. Et pour le son, oui, on va corriger les aspects de cogner sur la table. Je vais éliminer ça le plus possible, me trouver un autre pied de micro pour vraiment aider sur cet aspect-là. Alors, c'est maintenant le temps de passer au tirage du jeu 13 Days de Cuban Missile Crisis. Alors, j'ai découpé des petits noms dans un petit plat. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Peut-être pas trop proche du micro. Donc, j'ai découpé le nom de chacune des personnes qui ont répondu et tous ceux qui ont répondu au sondage au complet, donc 2 fois leur nom. Et donc, je vais faire le tirage à l'instant. Et quel est notre gagnant? Roulement de tambour. Alors, je ne regarde pas. Et on a... Donc, j'ai un papier. On a Michael Tremblay qui remporte le jeu 13 Days de Cuban Missile Crisis. Donc, Michael, je vais te contacter là, dans les prochains jours pour voir les modalités pour que je puisse t'envoyer ton prix. Donc, félicitations à toi et merci d'avoir répondu à ce sondage. Donc, sans vous, mes chers auditeurs, j'aurais pas pu avoir ces belles informations-là. Et si jamais ça vous intéresse là, d'avoir les résultats du sondage, vous pouvez m'écrire en privé, je peux vous partager ces résultats-là. Si jamais ça vous intéresse ou quoi, ça peut être intéressant si vous voulez partir aussi un podcast sur les jeux de société, mais ça vous donne un peu de l'information sur le public à rejoindre. Donc, ça conclut cette section de l'épisode sur le sondage et le concours. Donc, avant de poursuivre l'épisode avec les derniers achats, je vais vous mentionner comment nous rejoindre. C'est simple, vous pouvez nous rejoindre via Facebook, Instagram, sur iTunes. Nous donner des étoiles, ça serait très bien aussi avec un petit commentaire. Ça va nous aider encore plus à nous faire que les gens puissent nous trouver sur iTunes. Quoique déjà, on avait un 20% des répondants qui étaient en mesure, qui nous ont trouvé directement sur iTunes. Ça, j'étais très content de voir ça. Aussi sur plusieurs sites de RZO, Balado Québec, Pod Québec. Donc, on est disponible là-dessus aussi, sur Google Play Musique également. Donc, plusieurs façons de nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous écrire directement sur notre site web à boardgamequebec.com. Et aussi, petite publicité pour moi-même, en fait, pour un événement qui va, le premier événement de Board Game Québec qui va avoir lieu le 26 juillet prochain. J'ai publicisé, mis en ligne cette annonce-là de l'événement qui va avoir lieu, là, comme je disais, le 26 juillet au centre de jeu Hall of Geek, qui est un nouveau centre de jeu qui va ouvrir à Saint-Romuald, donc à Lévis, tout près des ponts à Québec. Donc, si vous êtes disponible cette soirée-là, venez jouer. Je vais être là pour animer. Si vous pouvez aussi tout simplement aller directement sur la page d'événement, indiquer que vous êtes intéressé, donc ça réserve votre place. Pas intéressé, mais en fait que vous participez. Ça va réserver votre place. Il y a environ 40 places de disponibles. Vous pouvez regarder dans ma liste de collection, dans ma collection de jeux, puis je peux apporter le jeu que vous voulez. Seulement écrire sur cette page-là votre demande spéciale et je vais l'apporter. Il y a aussi plein de jeux que je vais apporter, là, dont Century, Spice Road, la route des épices, là, qui est très en vogue ces temps-ci. Donc je vais l'apporter avec moi. J'ai ma copie.
Donc, je vous invite à venir faire un tour. Donc, c'est un mercredi soir, 26 juillet. Ça va être de 19h à 22h. C'est 5$ pour rentrer, tout simplement, pour participer. Ça va aider aussi à financer un peu le podcast. Je vais avoir une petite partie qui va me revenir à moi, une autre partie pour le Hall of Geek, puis qui nous accueille, bien évidemment, dans leurs locaux. Et donc, ça va aider à financer le podcast, à acheter peut-être des nouveaux équipements, etc. Et financer aussi les vidéos aussi, peut-être une nouvelle caméra éventuellement. Donc, c'est une façon pour moi, une façon pour vous en fait de nous d'encourager Board Game Québec et aussi pour moi de vous rencontrer et de discuter avec vous et de vous faire jouer à des jeux que j'apprécie. Donc, c'est un rendez-vous le 26 juillet de 19h à 22h au Hall of Geek à Lévis. Alors, pour les derniers achats que j'ai faits, quelques achats, je me suis laissé aller un peu récemment. Des nouveaux jeux beaucoup en solo pour faire de nouvelles sessions de jeu. Là, vous irez voir sur la page YouTube de Board Game Québec. J'ai commencé à faire ça, des sessions de jeu en solo, des parties en solo en fait. J'ai 5 épisodes jusqu'à maintenant. J'ai fait Viticulture, Planétarium tout récemment, Lewis et Clark, Les Poilus et un que j'oublie à l'instant. Ça va me revenir tantôt. Donc, dernier achat, Cold Water Crown. Super bon jeu, très le fun. J'ai joué jusqu'à maintenant 2-3 parties, dont en solo, en multijoueur, un petit jeu de pêche. Très intéressant, mécanique le fun. On va piger des appâts dans le sac qui sont des petits diamants et il faut les vider dans notre coffre à pêche pour pêcher les poissons. Donc très cool, Cold Water Crown. Ça va être d'ailleurs la prochaine vidéo, partie en solo que je devrais faire. J'ai également acheté Settlers, Naissance d'un Empire, un super bon jeu de cartes où on va développer un engin qui va nous permettre de construire notre village, notre village avec des super beaux bâtiments. On a des factions différentes qu'on peut jouer. Il y en a 4 dans le jeu de base. Il y a aussi plein d'extensions pour ce jeu-là. Super cool. Puis là, il y a un scénario solo. En fait, il y a une variante solo dans le jeu. Il y a aussi un mode campagne officiel qui est sorti. Que je vais me lancer là-dedans, c'est certain, très prochainement. Puis je vais vous en faire aussi une partie en solo très prochainement avec le mode campagne, bien évidemment. J'ai aussi acheté, comme je disais tantôt, Century, la route des épices, qui est encore emballée, que je vais faire un déballage très prochainement. Dans les prochains jours, ça devrait sortir. Ça aussi pour Century, la route des épices. Super bon jeu que j'avais joué aux Journées ludiques de Québec, que là j'ai rejoué avec un ami aussi qui l'a acheté. Et je sais qu'il y a une variante solo non officielle qui est sortie, qui a été faite par des joueurs. Qui est sur Board Game Geek. Je pense qu'il y en a même plusieurs des variantes solo, puis ça a l'air très intéressant. Puis je trouvais que c'était un bon gateway game pour justement apporter un jeu d'entrée pour apporter justement à l'événement du 26 juillet prochain. Super bon jeu à découvrir, Century, la route des épices. J'ai aussi acheté Arkham Horror, The Card Game, malgré peut-être tout ce qu'on entend des fois des gens récemment, peut-être il était beaucoup apprécié, je pense. En fait, il est très apprécié, soit on dirait que les gens l'attendaient plus que ça, puis finalement, ils ont été déçus par peut-être la complexité du jeu. J'ai hâte de voir, il est encore emballé aussi. Je vais faire un déballage, c'est certain. Est-ce qu'il faut que je le déballe de toute façon? Et j'avais vraiment le goût de l'essayer. Il était il était disponible. Je l'ai acheté chez Univers Ludo. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je me suis dit, bon, je vais lui donner une chance. Puis, surtout en solo que je veux jouer, là, bien évidemment. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Arkham Horror, The Card Game, un nouvel achat aussi. Et mon plus récent achat, c'est le jeu Rallyman. Rallyman, qui est un jeu de rallye, en fait, de course automobile, que j'avais voulu essayer lors des journées ludiques, mais finalement je ne l'avais pas fait parce que il était rendu très tard.
Et j'ai vu passer sur un groupe de solo board gamer sur Facebook qui était à 20$ à l'Imaginaire. Puis c'était un groupe en anglais américain qui disait qu'à l'Imaginaire à Québec, il y avait ce jeu-là à 20$. Et on le trouve, je pense que je suis allé vérifier après sur Board Game Bliss qui était à 80$. Donc j'ai fait oh! Et c'est un jeu, ça fait longtemps que je voulais. Et j'avais pas vu ça passer. Et là, je suis allé me chercher une copie. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je vais vous en faire un déballage aussi. Je pense qu'il y a de super belles composantes dans ce jeu-là. J'ai hâte d'essayer ça. Rallyman, j'aime ça, les jeux de course automobile. J'étais un grand fan longtemps de sport automobile, point. J'ai joué beaucoup à Gran Turismo. J'ai joué beaucoup à des jeux de rallye aussi sur les consoles. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en board game. Donc Rallyman, mon dernier achat, le plus récent. Et c'est ce qui fait le tour des achats pour cet épisode-ci. On est maintenant rendu à la section expérience de jeu. Et pour cet épisode-ci, ça va être le jeu de Colonist. Un gros jeu pour 1 à 4 joueurs sorti en 2016 de Tim Pools. Édité par Mayfair et c'est un jeu qui peut durer entre 30 minutes, ça me semble un peu bas comme temps, et 360 minutes, donc plusieurs heures, 6 heures de temps. Et c'est un jeu avec une complexité de 4 sur 5. Un jeu, je trouve pas que c'est un jeu très complexe, mais qui peut être long, épique. Oui, il y a des décisions à prendre, mais c'est pas très complexe à comprendre, pas compliqué non plus. Mais c'est sûr, c'est un jeu qui va durer longtemps. Donc souvent, quand c'était des jeux très longs, la complexité sur Board Game Geek est très élevée. Donc pour faire un court résumé du jeu, avant de rentrer un peu plus dans les détails, le but du jeu, tout simplement, c'est de développer une colonie. On va jouer un maire d'un village et on va tenter de développer ça en faisant le plus de points possible, comme dans tout bon jeu euro. Et comment ça va fonctionner ce jeu-là, c'est qu'on va sélectionner des actions sur un plateau avec des tuiles hexagonales et ce plateau-là va être évolutif, donc on va ajouter des tuiles après chaque année dans chaque ère du jeu. Il y a 4 aires au total dans le jeu maximum. On peut jouer 1, 2, 3, 4 aires si on veut pour réduire les temps de jeu. Si on joue les 4 aires, ça va jouer si on joue en solo, environ 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures. Et jusqu'à 8 heures là, si on joue en multijoueur. Probablement qu'à 4, ça peut encore durer beaucoup plus longtemps, dépendant aussi s'il y a des joueurs qui ont tendance à faire de l'AP, de l'analysis paralysis. Donc ça peut. Je pense pas que c'est un jeu à jouer avec des gens qui analysent beaucoup trop parce que là, ça va prendre un temps tout simplement interminable. Et dans le jeu aussi, pour terminer mon résumé, donc on va construire des bâtiments qui vont être soit des logements, des bâtiments pour produire des ressources, des entrepôts pour emmagasiner nos ressources parce qu'on ne peut pas en stocker indéfiniment. On a vraiment des espaces précis pour ça. Il y a aussi des divertissements qu'on va construire comme un casino, un théâtre, etc. qui eux vont nous rapporter du revenu et chaque dollar dans ce jeu-là vaut 1 point à la fin. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on n'achète rien avec l'argent, c'est vraiment juste des points qu'on accumule. Il y a aussi des ambassades qui vont nous avoir des pouvoirs spéciaux en fait, qui vont faire des trucs différents dans la partie lorsqu'on a un lien avec eux. Donc pour expliquer grosso modo le jeu un peu plus en détail en fait. Le plateau de jeu, pour commencer, comme je disais, c'est des tuiles hexagonales qui vont être les actions. On va se déplacer avec un pion sur ces tuiles-là. Et il y a une ambassade qui nous permet d'avoir plusieurs pions, mais on va toujours en déplacer juste un pour faire une action. Il y a aussi des tuiles de marché qui, elles, nous permettent de revenir à cette position-là à tout moment et de repartir ailleurs sur le plateau parce que sinon, on se déplace toujours d'une tuile adjacente à une autre. On peut aller sur les tuiles qui a qu'un adversaire dessus. Par contre, on va payer des frais à cet adversaire-là pour réaliser la même action que lui. Il y a plusieurs types d'actions possibles, soit de recevoir des ressources, il y a aussi de transformer des ressources, soit donc par exemple du bois en planches. Les planches vont nous servir à faire d'autres choses. Il y a aussi une façon de faire de la brique, etc. Donc de faire évoluer nos matériaux. Transformer nos matériaux. On va aussi avoir des tuiles pour
bien évidemment construire les bâtiments, améliorer les bâtiments, c'est-à-dire par exemple un logement, on va avoir, je pense, une ferme qui devient un bâtiment plus grand, je me souviens plus exactement c'est quoi les termes. On va avoir aussi des cartes d'action spéciales aussi dans le jeu qu'on va pouvoir piger et on va pouvoir les jouer aussi sur une des autres tuiles bien spécifiquement pour pouvoir jouer des cartes. Donc on peut pas les jouer quand on veut puis on peut pas les piger quand on veut. Il faut vraiment aller sur les espaces disponibles pour ça. Pour les ambassades, on va avoir un certain nombre d'ambassades en début de partie qui vont être en jeu et ensuite au cours de la partie on va en ajouter des nouvelles. On n'est pas obligé de faire des liens avec eux, mais à chaque ère, on peut monter d'un niveau et ça donne des pouvoirs plus nouveaux, en fait, des plus forts à chaque ère qu'on va augmenter notre lien avec cette ambassade-là. Les ambassades sont très intéressantes, je ne les ai pas encore toutes jouées. J'ai joué une partie à 4 joueurs sur 2 aires, mais souvent c'était dans nos premières parties, donc on n'avait pas tout bien saisi les règlements, donc des petites erreurs. Après ça, j'ai joué des parties en solo et j'ai joué des parties aussi en solo avec la variante du jeu, mais aussi avec la variante officielle, en fait, le scénario solo qui est sorti, qui permet de jouer avec l'ambassade seulement de Envoy, qui permet en fait d'avoir des objectifs à atteindre à chaque ère. C'est vraiment ça le scénario qu'il faut faire. Et je l'ai joué 2 fois. La première fois, j'ai perdu après le 3e ère. La deuxième fois, je me suis rendu jusqu'à la fin. J'ai gagné la partie et fait un certain score que je peux tenter de rebattre après une autre partie. Et j'ai l'impression qu'ils vont sortir d'autres scénarios solo avec les ambassades, différentes ambassades. Dans le futur, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, dans ce jeu-là, il y a trois types de travailleurs différents. On a, si je ne me trompe pas, des fermiers, des citoyens et des marchands. Donc, vert, jaune et rouge. Et ces travailleurs-là vont pouvoir travailler dans certains types de bâtiments plus payants les uns que les autres, bien évidemment. Et lorsqu'ils travaillent, ils vont valoir un certain nombre de points. Je crois que c'est 2 points chaque pour les fermiers, 6 points chaque pour les citoyens, puis 16 points pour les artisans. Pas les artisans, les marchands qui, eux, sont très payants, mais sont très difficiles. Puis aussi, les citoyens, il faut les nourrir à chaque tour. Et les marchands, il faut les nourrir et les habiller à chaque fin d'année. Il y a 5 années dans une ère, donc ça devient très difficile. Il faut avoir des bâtiments pour réussir à combler leurs besoins. Donc, comment fonctionne un tour de jeu? C'est relativement simple. En fait, on va avoir l'été qui consiste, en fait, dans une année, il y a l'été. On va faire 3 actions consécutives, donc 3 déplacements sur le plateau. C'est assez simple. On va donc se déplacer d'une case pour réaliser l'action. On peut seulement aller sur une case qu'on peut faire l'action complète. Si on ne peut pas la faire, on ne peut pas bloquer cette case-là à un autre joueur. Si on est bloqué tout simplement, ou si on veut faire l'action du marché, on peut se déplacer directement au marché, même si on n'est pas collé au marché. Et il peut y avoir aussi plusieurs plateaux sur le marché, plusieurs marchés sur le plateau qui vont s'ajouter au fil de la partie. Donc ça nous permet d'aller dans des secteurs différents au cours de la partie, dans des actions peut-être plus intéressantes, vu qu'il y a justement tout le temps des actions qui vont se rajouter, des actions qui vont nous permettre de faire justement aller avoir des maisons pour nos marchands, pour nos citoyens, etc. Donc c'est ce que ça permet d'avoir accès à ces nouvelles actions-là. Ensuite, il y a la phase d'hiver qui, chaque joueur va jouer encore là 3 actions consécutives. Donc on a 2 blocs de 3 actions par année. Et ensuite, il y a la fin d'année. La fin d'année, on va avoir le nouveau premier joueur parce qu'il y a une tuile qui permet, si on fait cette action-là, d'aller être le premier joueur pour l'année suivante. Ensuite, le premier joueur va placer les 3 nouvelles tuiles. Donc ça, c'est très important parce que ça permet un peu de peut-être s'aider, s'avantager en multijoueur, de placer les tuiles à certains endroits pour pouvoir faire ces actions-là directement au prochain tour. Par contre, en solo, on va placer vraiment les tuiles pour... ça devient un casse-tête de fabriquer notre meilleur plateau possible pour bien combiner les actions une à côté de l'autre. Et à la fin aussi de l'année, on va payer les nourritures qui nous manquent. Donc, selon ce qu'on produit,
et selon ce qu'on doit payer, selon nos marchands et nos citoyens. Donc on paie la différence et si on en fait en surplus, bien, on peut les stocker. Et finalement, on va produire nos ressources, donc notre bois, notre argile et aussi nos outils pour pouvoir, et ça on va les stocker sur c'est ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on va pouvoir les mettre dans un buffer, donc sur la tuile de la production, qui ne compte pas dans notre entrepôt et on va pouvoir les utiliser de cette façon-là. C'est juste que si on les a pas utilisés à la fin de l'autre année, ben on va les perdre parce que on peut pas les emmagasiner dans le buffer. On va seulement reproduire la ressource, mais on ne pourra pas les empiler davantage. Donc c'est un aspect intéressant dans le jeu qui permet d'avoir des ressources récurrentes à chaque tour et à chaque année et de les utiliser dans cette année-là et de garder nos ressources dans notre entrepôt si on n'en a pas besoin. Les autres, et vraiment utiliser nos buffers en premier. Donc ça, c'est ce qui conclut une année. Pour conclure un an, on va faire 5 années. À la fin de la 5e année, il n'y a pas d'ajout de nouvelles tuiles. Donc il y en a seulement aux années 1 à 4. Et à la fin donc, de 4 heures, c'est la fin de la partie, mais on peut jouer 2 heures, 3 heures si on le souhaite pour avoir des parties qui sont plus courtes. Et on peut aussi commencer à l'ère 2, 3 ou 4. Il y a une façon dans les règles qui nous indique si vous désirez ne pas jouer l'ère 1 et 2, il y a une façon de simuler ces aires-là. Ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas essayé encore, ce que j'ai entendu c'est que bon, le jeu devenait aussi long quand même, mais ça devenait un autre casse-tête. Donc c'est sûr que je vais l'essayer éventuellement. Probablement qu'une autre partie que je vais jouer en multijoueur, ça va être de commencer à l'ère 2 ou 3 pour avoir un autre feel de la partie. Je trouve des fois l'ère 1 est bien, mais c'est peut-être un peu trop long pour ce qu'on développe. Peut-être que la simulation, faut que je regarde plus en détail, ça serait plus avantageux. Donc c'est ça, je vais vous en reparler. Là, si je l'essaie, c'est sûr que je vais l'essayer éventuellement, mais à quel moment? Comme je disais, c'est un jeu qui est très long, donc on ne le sort pas très souvent. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin de la partie? Tout simplement, il y a des points pour l'argent. L'argent, comme je disais, on ne la dépense pas dans le jeu. Dès qu'on en amasse, on va la conserver. C'est 1 point par dollar ramassé. Donc en fait, c'est des points tout simplement qu'on accumule dans la partie. Il y a aussi des points pour les bâtiments. Donc chaque bâtiment vaut des points. Et il y a des points pour les travailleurs, donc ceux qui travaillent réellement. Donc si vous avez des travailleurs mais qui sont encore dans leur maison et qui ne sont pas sur un bâtiment de production, de loisirs, etc., qui ne travaillent pas, ils ne valent aucun point. Donc c'est là l'aspect très intéressant de ce jeu-là. Il faut vraiment faire travailler tout notre personnel. Le chômage, ce n'est pas payant dans ce jeu-là à la fin de la partie. Ça ne nous fait pas de points. Donc c'est ce qui conclut une partie de The Colonist. Alors, comment j'ai apprécié ce jeu-là? Premièrement, thématique pour moi, c'est un gros plus. C'est ce qui me fait pencher pour acheter ce jeu-là. Petite anecdote, lorsque j'ai acheté ce jeu, j'étais en possession dans mes mains du jeu Anachronie, que je n'ai pas revu sur les tablettes depuis ce temps et Colonist est encore là. Ça, c'est une petite anecdote. Et j'ai opté pour The Colonist, puisque la thématique m'attirait beaucoup plus. Et Anachronie, il commençait à avoir un petit hype, mais pas vraiment beaucoup. Et est-ce que je regrette? Je pense que non. Je pense que Anachronie va revenir un jour et je vais vouloir l'essayer, c'est certain. Et je suis vraiment pas déçu par de Colonist. Même si c'est un jeu, c'est sûr qu'il est très long. Mais pour les dernières parties que j'ai jouées en solo, l'expérience que j'ai vécue, ça a été vraiment super comme jeu. C'est le type de jeu que je voulais, puis je suis très content à ce niveau-là. Et donc, pour continuer dans mon appréciation, la qualité des composantes, c'est super bien fait. Super beau design, super beau graphisme dans le jeu. J'adore ce jeu-là. La qualité des composantes, oui, les petites ressources et les petites tuiles, mais bon, on a besoin de les mettre sur le plateau. Ça peut peut-être être difficile à manipuler pour certaines personnes, mais quand même très bien quand même. Et comme je disais, le graphisme est super beau. On se sent bien dans la thématique de ce jeu-là. Il y a beaucoup de matériel par contre, mais je vous dirais, quand j'ai décidé d'y rejouer, je me suis fait un insert et de cette façon-là,
le temps de mise en place est vraiment réduit de beaucoup, puisqu'on n'a pas vraiment besoin de sortir le matériel, mais de l'avoir à proximité. Tandis qu'avant, lorsque c'était dans les sacs de plastique, il faut ouvrir tous les sacs, sortir un peu de choses. Ça devient très long. Et lorsqu'on ouvre 20-30 sacs, avant de pouvoir jouer, ça devient long. Il faut les refermer par la suite aussi lorsqu'on termine. Avec un insert dont on fait seulement prendre les tuiles lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on construit les bâtiments, lorsqu'on va chercher des ressources. Donc je pense que c'est un must, si on veut jouer à ce jeu-là, d'avoir un insert de cette façon-là. Il y a aussi ce que j'apprécie beaucoup, le plateau de jeu évolutif. Donc d'ajouter des tuiles. En multijoueur, ça va être vraiment différent comparativement en solo. C'est-à-dire que en solo, on va vraiment, comme je disais tantôt, vraiment vouloir bâtir le meilleur plateau possible et ne pas se créer d'embûches. Tandis qu'en multijoueur, on va vraiment vouloir s'avantager selon le secteur où on est rendu, mais les autres vont quand même pouvoir venir dans ce secteur-là éventuellement. Et peut-être que l'aspect d'être premier joueur va être plus intéressant d'aller le chercher pour s'aider un peu de temps en temps. Un autre point, je l'ai mentionné souvent, le jeu peut être très long. Faut s'en attendre. Si vous n'êtes pas amateur de longs jeux, je vous le conseille pas, c'est certain. Comme je disais, en solo, ça peut être un 3h30 environ pour le scénario de Imperial Post qui a été sorti récemment, là, que j'ai parlé un peu tantôt, qui joue avec l'ambassade Envoy. Mais comme je disais aussi, il y a le temps modulable qu'on peut jouer 2 heures, mais jouer 2 heures, c'est pas... On reste sur notre appétit à la fin de la partie. Là, on n'a même pas le temps d'aller chercher des marchands. Puis je trouve que c'est ça le fun, c'est de jouer l'ère 3 et 4, qu'on a vraiment l'impression de plus développer notre colonie à la fin. Donc, c'est à savoir, si vous n'êtes pas amateur de jeux longs, c'est sûr que c'est pas un bon achat pour vous. J'ai pas encore essayé je pense que je l'ai dit tantôt, là, de commencer à l'ère 2 ou 3 pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc à ce niveau-là, je peux pas mentionner est-ce que ça réduit le temps de jeu ou non. Est-ce que j'ai entendu plus ou moins. Donc peut-être si vous vous disiez je vais seulement commencer à l'ère 3 ou 4. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une base de qu'est-ce que représente l'ère 1 ou 2 pour savoir comment on va s'enligner dans l'ère 3 ou 4. Donc je pense qu'il va y avoir quelques parties derrière la cravate avant de faire cette tactique-là. Tactique qui semble peut-être sauver du temps, mais j'ai pas l'impression que ça va le faire. Comme j'en ai parlé tantôt, la première variante solo officielle, le premier scénario solo officiel est vraiment génial. Ça vaut vraiment la peine pour le jouer en solo. Ce que j'aime aussi dans ce jeu-là, c'est les ambassades. Ça rajoute de la diversité dans les parties. On n'aura pas toujours les mêmes, c'est des pouvoirs spéciaux différents. On n'est pas obligé d'interagir avec eux si on veut pas. Parce que c'est des actions, c'est des coûts supplémentaires, mais des fois leurs pouvoirs vont être plus intéressants que de ne pas y aller. Ça va dépendre aussi où on se retrouve sur le plateau, donc on a toujours cet enjeu-là, mais très intéressant. C'est un jeu qui a beaucoup de gestion, donc planification des stocks dans notre entrepôt. Faut gérer nos déplacements pour bien se planifier, pas avoir trop de ressources, pas perdre trop de ressources inutilement, ça veut dire aller en chercher, mais on n'est pas capable de les stocker. Faut bien planifier tout ça pour faire notre production, faire aussi, planifier avec notre production si on est capable de dépenser nos ressources avant de faire une nouvelle production pour pas en perdre encore là, pas en avoir trop inutilement. C'est un jeu, au final, j'étais un peu déçu au début, bien honnêtement, mais par la suite, dès que j'ai essayé la variante solo, j'ai trouvé vraiment le jeu beaucoup plus intéressant. Dès que j'ai joué les heures 3 et 4, c'était vraiment un excellent jeu pour moi. J'ai vraiment hâte d'y rejouer. J'ai fait 2 parties là, dans l'espace de 2 jours de la variante solo. J'ai vraiment aimé. J'ai hâte de le rejouer en multijoueur. C'est sûr que ça prend des joueurs un peu plus aguerris. Je vais essayer de le rejouer, c'est certain. C'est sûr que ça peut prendre un 7-8 heures, jouer une bonne partie complète là, à 3-4 joueurs. Mais c'est quoi que je veux réessayer, c'est certain. Mais ça sera pas très souvent, ça, c'est sûr et certain, vu que trouver des 7-8 heures consécutives qu'on veut seulement se concentrer sur un jeu au lieu d'en jouer plusieurs dans ce même laps de temps, ça arrive pas souvent.
Mais je crois que ça serait vraiment une partie très intéressante à faire. Peut-être qu'à 2 joueurs aussi, ça va être peut-être la façon multi que je vais faire qui risque de prendre moins de temps. Donc ça conclut pour mon expérience de jeu avec The Colonist. Super bon jeu, je suis pas encore prêt à mettre une note pour ce jeu-là. Il faut encore que je le rejoue et le rejoue un peu plus aussi en multijoueur, mais très bon jeu, je l'apprécie beaucoup. Si vous êtes fan de jeux longs avec cette thématique-là, de construire une colonie, je pense que je vous recommande de regarder un peu plus en détail comment ça se joue, est-ce que c'est pour vous, puis avec ce que je vous ai mentionné comme appréciation, si c'est un futur achat pour vous. Donc, c'était The Colonist. Alors, pour conclure l'épisode, j'ai un projet québécois à vous présenter comme à l'habitude. Et cette fois-ci, c'est la chaîne YouTube de Petit Jean Joue que j'ai découvert très récemment parce qu'il vient tout juste de commencer à écrire sur passionboardgame.com. Et je ne connaissais pas cette chaîne-là. En fait, c'est une autre personne du Québec qui fait, c'est Jean, qui fait des vidéos. Majoritairement, en fait, c'est des critiques de jeux qui vont durer entre 5 à 10 minutes. C'est un format que j'aime bien. Il fait des jeux, bon, par exemple, il a fait Istanbul, Cacao, Splendor, Pandémie, etc. C'est un peu le style de jeu qu'il va couvrir. Il fait un peu une petite démo, pas de démo, mais une explication rapide des règles sommaires, sans rentrer dans les détails pour au moins donner un peu le concept du jeu avant de donner son avis. Et ensuite, il va donner son avis sur quelques minutes, 4-5 minutes. Il va donner son avis, son appréciation, comment il a aimé ce jeu-là. Et je trouve que c'est très bien fait. Il parle très bien aussi, s'exprime clairement dans ses vidéos. C'est vraiment très intéressant à écouter. 5 à 10 minutes, comme je disais, c'est un bon temps pour une vidéo. Et donc, je vous invite à aller voir ça. C'est la chaîne YouTube de Petit Jean Joue. Donc, je vais mettre tous les liens sur la description du podcast pour que vous puissiez atteindre cette chaîne-là de Petit Jean Joue. Donc, on est rendu à conclure cet épisode. Je crois que je vais réussir à faire un épisode en dessous d'une heure, en fait autour d'une heure, comme j'ai mentionné tantôt, entre 45 minutes et 1h15. Je crois que j'ai atteint mon objectif pour cet épisode-ci. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous appréciez mieux ce format-là, un peu légèrement plus court. Et aussi, encore une fois, je vous rappelle l'événement qui va avoir lieu le 26 juillet. Allez voir sur Facebook, dans les événements de Board Game Québec, c'est présent. Donc au Hall of Geek à Lévis. Donc si vous êtes dans le secteur, inscrivez-vous en tout simplement disant que vous y allez et ça va réserver votre place pour cet événement-là. On va pouvoir jaser ensemble, je vais pouvoir expliquer des jeux de ma collection, vous montrer des nouveautés, des nouveautés en fait, comme Century Spice Road qui est quand même une nouveauté. Peut-être que je vais acheter d'autres jeux aussi d'ici là, c'est quand même dans 2-3 semaines. Et aussi, si vous avez des demandes spéciales, j'ai une certaine liste de jeux que je vais apporter qui est disponible sur l'événement, mais si vous avez des demandes spéciales, je vous invite à le faire aussi directement sur cette page-là. Et bon, c'est ce qui conclut pour cet épisode-là. Merci encore d'avoir écouté. Merci d'avoir répondu au sondage à tous ceux qui l'ont fait. Très content du taux de participation et c'est sûr que je vais le refaire éventuellement. Et je suis toujours content de faire des concours de cette façon-là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!